remarquez qu'en Chine, n'est-ce pas, il y a un taux d'épargne de 40% au moins depuis des décennies. Et c'est pour ça que la Chine a une croissance qui est forte. J'insiste là-dessus parce que, là encore, malheureusement, les esprits sont nourris d'idées keynésiennes, et les idées keynésiennes consistent à dire qu'il faut stimuler la consommation et réduire l'épargne. L'épargne, c'est une fuite, alors que la consommation, ça permet d'accroître la demande. C'est une absurdité, n'est-ce pas? C'est une absurdité, je vais revenir tout à l'heure sur cette question. Il n'y a pas de croissance sans épargne, je le fais. Toujours est-il que dans beaucoup de pays, l'épargne est faible parce qu'elle est tuée par la fiscalité. Et alors que se passe-t-il? Comme par ailleurs, il y a quand même une demande de financement de la part d'entrepreneurs qui sont innovateurs, les autorités monétaires croient trouver un relais dans la création monétaire. Et nous avons là la traduction du phénomène constant d'interventionnisme étatique. L'État détruit quelque chose par son intervention, et au lieu de revenir en arrière en faisant une politique plus sage, eh bien, il en rajoute par des remèdes qui eux-mêmes vont être destructeurs. Donc les États ont commencé par détruire l'épargne volontaire, punir le choix du futur, et après ils disent, bon, il faut trouver du financement pour faciliter l'investissement et la croissance, eh bien, on va faire de la création monétaire. Et la plupart des gens sont favorables à la création monétaire parce qu'ils pensent que la création monétaire, c'est une création de crédit. Mais il faut bien voir que cette création de crédit, elle est purement artificielle. Elle ne correspond pas à ce que les individus désirent véritablement du point de vue du choix entre le présent et le futur. Ils désirent consommer tout de suite parce que le rendement de l'épargne est trop faible du fait de la fiscalité, et donc il y a une certaine structure de leur demande qui correspond à ces choix entre le présent et le futur. Mais la distribution de crédit artificielle, et c'est ce qui a été expliqué fort bien par l'école autrichienne, introduit une incohérence, incite les entrepreneurs, incite les investisseurs à investir de manière excessive et surtout d'une manière qui est critiquable, à faire du mal investissement. Lorsque vous avez un taux d'intérêt réel qui est à peu près nul ou même négatif éventuellement, on l'a vu au début du XXIe siècle, n'est-ce pas? On est prêt à financer n'importe quoi, donc des investissements trop risqués ou des investissements qui normalement auraient un rendement trop faible pour être financés si on avait un taux d'intérêt normal. Donc on déplace les facteurs de production du secteur des biens de consommation où pourtant il y a une forte demande, puisque précisément les gens désirent consommer et non pas épargner, vers les secteurs de biens d'investissement, le logement, ça a été le cas, le logement, l'automobile, etc. Mais bien évidemment, une situation incohérente comme celle-ci ne peut pas durer indéfiniment, et le retournement apparaît, et c'est la crise, pour différentes raisons qui seraient un petit peu long d'expliquer. Donc, nous avons à la racine de la crise à la fois le problème fiscal et le problème monétaire, ce problème monétaire sur lequel les Autrichiens ont beaucoup évoqué, que les Autrichiens ont beaucoup développé. Donc nous voyons bien que cette instabilité dans le taux d'intérêt et donc dans les structures productives, elle est provoquée par la politique monétaire. Elle a été provoquée par la politique monétaire. Et ça, c'est tout à fait lisible dans la crise que nous avons connue. Alors bien sûr, il y a eu d'autres éléments. Il y a eu des subprimes. Bon, je ne vais pas développer ce problème, vous connaissez, mais la crise des subprimes n'a été possible que précisément parce qu'il y avait une abondance de liquidités, que le crédit était facile, les taux d'intérêt étaient peu élevés, etc. Et les autorités monétaires ont créé des illusions, ont fait croire à tout le monde qu'on pouvait indéfiniment se financer, se refinancer avec des taux d'intérêt qui étaient faibles, ce qui était évidemment une fiction. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'aux États-Unis, il y a eu une politique systématique qui obligeait les banques à prêter à des emprunteurs qui manifestement n'étaient pas capables de rembourser, sous prétexte qu'il ne fallait pas faire de discrimination. Bon, le rôle d'un banquier, c'est bien de faire de la discrimination entre ceux qui sont capables de rembourser et ceux qui ne sont pas capables. Mais les banques étaient punies par les autorités si elles pratiquaient ce qu'on appelait les critères traditionnels de la banque. On les empêchait, par exemple, d'ouvrir des succursales ou de développer certains produits, etc. Donc il y a eu là encore une intervention, un interventionnisme étatique
qui a joué un rôle important dans la crise. Il y a eu aussi la réglementation, je n'ai pas le temps de l'évoquer, si c'était peut-être pour souligner une chose, c'est que on dit indéfiniment qu'il est indispensable dans un système monétaire d'avoir une banque centrale qui joue le rôle de prêteur en dernier ressort. Mais lorsque vous avez un prêteur en dernier ressort, il y a une situation d'irresponsabilité parce que les autorités monétaires disent à peu près ceci aux banques: prêtez, et si vous prenez trop de risques, eh bien nous serons là pour vous sauver de la faillite. Or la faillite, c'est la sanction majeure de la responsabilité dans un véritable système capitaliste. Et le dernier point que je veux évoquer, pour prendre justement le contre-pied des idées courantes, c'est que, bien évidemment, on nous dit souvent que l'une des raisons de la crise, c'est que les banquiers ont pris trop de risques parce qu'il y avait cette fameuse histoire des bonus. Ils étaient prêts à prendre des risques pour augmenter leurs bonus. Alors, je ne dis pas cela, bien entendu, mais ce que je voudrais souligner, c'est ceci, et là encore par comparaison. Dans les banques du XVIIIe, du XIXe siècle, qu'est-ce qui se passait? On avait un grand nombre, dans un pays, on avait un grand nombre de petites banques ou moyennes banques qui étaient véritablement possédées par des capitalistes et qui en tant que tels étaient responsables. Les fonds propres d'une banque représentaient 50 à 80% de son bilan, n'est-ce pas? Et il est bien évident que dans ce cas-là, le propriétaire de la banque, ou le petit groupe de propriétaires, n'a pas envie de faire faillite et il ne va pas prendre trop de risques. La régulation se fait bien dans un système qui est véritablement capitaliste. Nous ne sommes pas dans cette situation, nous sommes dans une situation où on a de très grandes banques avec un très grand nombre d'actionnaires dont aucun ne peut exercer le pouvoir de décision. Et l'une des raisons d'ailleurs, c'est justement la fameuse phrase que vous connaissez bien, too big to fail. On sait très bien que les autorités monétaires vont sauver les grandes banques et qu'elles vont éventuellement laisser les petites faire faillite. Donc il y a une tendance vers la concentration bancaire. Et la crise monétaire l'a illustré. Eh bien, dans une situation de ce type, ceux qui prennent les décisions, ce ne sont pas les capitalistes, mais des managers, qui sont des salariés, et eux, bien évidemment, comme ils ne sont pas propriétaires, ça leur est relativement égal que la banque fasse faillite, ils transporteront leur capital humain ailleurs pour exercer leur talent, ils ont une motivation qui est différente de celle d'un véritable capitalisme. Par conséquent, là encore, c'est parce qu'il y avait une insuffisance de capitalisme que la crise a lieu. Alors, ces rappels étant faits sur la stagnation de long terme, sur la situation de long terme et sur la crise, je voudrais juste évoquer quelques mots de théorie, parce que ça sera important pour nous pour évaluer les politiques de rigueur. J'ai été très frappé pendant la crise de constater que, en général, on mettait dos à dos les keynésiens et les monétaristes, et on disait les keynésiens ont gagné. Et je crois que c'est une idée erronée, parce que trouvons-nous dans Keynes? Il n'y a pas véritablement d'explication dans Keynes, dans le keynésianisme, de la crise, si ce n'est l'idée que l'on exprime parfois sous le terme de paradoxe de l'épargne, à savoir que l'épargne est une vertu individuelle, mais que ça peut être un mal collectif. L'idée donc que les individus ont une épargne oisive trop importante par rapport à l'investissement. Pour Keynes, l'investissement se détermine de manière largement indépendante et presque aléatoire. Ça dépend des esprits animaux, comme il l'a dit, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Et puis par ailleurs, les gens, ils épargnent d'une manière excessive. Et je trouve cette idée tout à fait étonnante, parce que est-ce que les individus sont ou non rationnels? Quelle rationalité cela aurait-il que de maintenir une épargne trop élevée qu'on n'arrive pas à placer parce qu'il y a trop d'épargne? Le taux d'intérêt a justement pour rôle de réguler, de rendre possible la confrontation de l'offre et de la demande de fonds prêtables. Et l'existence d'épargne oisive est quelque chose qui est contraire à la rationalité humaine. Il y a nécessairement un taux d'intérêt, s'il n'est pas manipulé, qui permet de rendre compatible le niveau d'épargne et le niveau de l'investissement. Donc, Keynes ne se préoccupait pas tellement de la cause de la crise, il s'est surtout intéressé à la préconisation de politique de sortie de crise, et vous savez bien ce que c'est la politique de stimulation de la demande, et en particulier la politique d'augmentation des déficits publics. Et
parce que, soi-disant, l'augmentation du déficit permettrait d'augmenter la demande, et l'augmentation de la demande inciterait les producteurs à produire davantage. Alors, en face de Keynes, on met les monétaristes. Milton Friedman a rappelé quelque chose d'évidemment correct, l'idée que l'inflation est un phénomène monétaire et qu'elle résulte d'un excès de création monétaire